bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, créé et animé par André Loez, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui des Annales, l'une des plus importantes revues historiques françaises, fondée en 1929 par Lucien Febvre et Marc Bloch, qui fait aujourd'hui son autoportrait, discussion avec 3 de ses auteurs. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour toutes les émissions ainsi que leurs compléments. Rendez-vous ce dimanche 10 octobre à Blois au Rendez-vous de l'Histoire pour une émission enregistrée en public, accès libre dans la limite des places disponibles. On espère vous y retrouver. D'ici là, merci et très bonne écoute. Nous parlons aujourd'hui du numéro 3-4 75e année, juillet-décembre 2020, daté juillet-décembre, mais en fait qui vient de paraître très récemment, de la revue Annales, Histoire Sciences Sociales, la revue fondée par Marc Bloch, Lucien Febvre en 1929, et qui n'a pas cessé de se transformer. Et finalement, on a ici de quoi saisir ces transformations les plus récentes, et on a la chance d'en parler avec 3 des membres du comité de rédaction de la revue, qui sont chercheurs, historiens, historiennes de la Grèce antique, des Lumières, de l'Afrique contemporaine, mais qui sont ici surtout pour parler de leur travail aux Annales. C'est donc Vincent Azoulay, bonjour. Bonjour. Antoine Lilti. Bonjour. Et Camille Lefebvre. Bonjour. Avec qui donc on va discuter de ce numéro très original, très particulier, y compris dès sa couverture qui habituellement porte des thèmes. Là, on a autoportrait d'une revue qui s'affiche en grand et puis les noms de l'ensemble des personnes qui ont contribué. Vincent Azoulay, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ce numéro inhabituel de cette revue ? Oui, tout à fait. C'est un numéro qui n'est pas un numéro anniversaire, mais qui est un numéro qui n'est pas un numéro programmatique non plus. Qui n'est pas un numéro bilan, mais qui est une façon d'essayer de faire le point à un moment précis, dans un collectif donné qui a effectivement beaucoup évolué, comme vous l'avez rappelé, sur ce que nous avons fait depuis une quinzaine d'années collectivement, et ce que nous souhaiterions faire à la fois effectivement intellectuellement et matériellement, puisque c'est vraiment le travail de la revue qui nous a intéressés et qui est un travail, bien entendu, qui a une dimension épistémologique, historiographique, mais également une dimension matérielle extrêmement forte qui contraint aussi beaucoup de nos énoncés, de nos prises de position. Peut-être que c'est l'occasion de dire un mot de la table des matières de ce numéro, Vincent Azoulay, de comment le numéro est structuré. Il y a des aspects plus théoriques, il y a des aspects aussi qui relèvent de cette production matérielle, de cette fabrique de la revue. Oui, tout à fait. Alors c'est un numéro qui a été longtemps en gestation, hein. Ça fait plus de 3 ans, même si bien sûr l'écriture elle-même s'est faite d'ailleurs collectivement, mais en temps de pandémie, donc à distance, en partie. Mais c'est effectivement un numéro qu'on a décidé d'architecturer en plusieurs moments. Un moment effectivement plus intellectuel, de réflexion à la fois méthodologique et épistémologique, peut-être là où on attend les annales en particulier, et un deuxième volet qui est vraiment autour de la revue. La revue et non pas l'école, donc le fonctionnement de la revue Les Annales, dans toutes ses dimensions, vraiment cas d'une histoire matérielle, du savoir ou des savoirs que l'on essaye de faire la plus réflexive possible avec nos moyens, hein, et elle n'est pas finie, loin de là. Donc dans ces dimensions aussi économiques, et puis aussi d'ailleurs quelque chose qui nous tient à cœur, qui cherche à expliciter ce que fait l'une des principale dernière mutation de la revue, c'est-à-dire son bilinguisme, le fait que désormais les Annales soient publiées à la fois intégralement en français, puis avec un décalage d'une année, intégralement en anglais, du moins pour les articles. Donc ça, c'est le deuxième volet. Puis on a un troisième volet où on a voulu demander à des étrangers et des étrangères impliqués dans le travail de revue, en particulier ce qu'ils pensaient de l'évolution des Annales au cours de ces 20 dernières années, ou disons depuis le tournant critique et donc la fin des années 80 et le début des années 90. Et ensuite, on a également une partie qui est consacrée aux éditoriaux. Donc, on se met là, cette fois-ci, dans alors non pas de la longue durée, mais disons, depuis 1929, on a essayé de republier, de donner aussi un matériel qui permet de relire l'histoire de la revue de façon différente en compilant tous les éditoriaux depuis 1929 et la création
jusqu'au plus récent. Et enfin, l'ensemble s'achève par une section alors de lecture, puisque dans les annales, les comptes rendus ont toujours été une partie très importante de la revue, de lecture, mais alors de lectures qui sont buissonnières, faites uniquement par les membres du comité de rédaction et qui n'ont absolument pas l'intention d'être un best-of, mais simplement une façon de donner à lire des choses qui nous ont paru importantes au cours des 20 ou 30 dernières années. Cette architecture originale, Camille Lefebvre, elle est redoublée par le choix de signer tous les articles collectivement. Et donc, les articles sont soit aucun n'est signé, soit tous sont signés de l'ensemble de la rédaction de la revue, ce qui produit un effet de cohérence. Et en même temps, on devine que derrière cette cohérence, il y a sans doute eu des débats pour arriver à des textes en apparence parfaitement lisses et exprimant un point de vue. Mais ce point de vue, il a été travaillé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se fabrique une écriture à 15 ou 20 plumes? Alors c'est un choix qu'on a fait depuis le départ. On a voulu écrire les textes ensemble. Alors comment on s'y est pris concrètement? C'est-à-dire qu'en général, il y a 2, 3 ou 4 personnes qui se sont mis ensemble sur un thème, qui ont fait un petit départ de 3, 4, 5, 6 pages. C'est pas Vincent Azoulay qui vous les a donnés, qui vous a répartis à l'avance? Absolument pas. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Tout a été discuté en comité. On a d'abord choisi des thèmes ensemble lors 2 jours de réunion qui ont été le point de départ de ce numéro. Et puis ensuite, on a dit qui veut faire sur quoi, et puis ça s'est fait assez naturellement. Et donc ensuite, à partir de ces noyaux de quelques pages, on a fait un premier tour en comité où chacun a donné son avis, et ceux qui avaient commencé sont repartis, et on a ensuite lu parfois 3, 4, 5 fois certains des articles en comité. Certains ont donné lieu à d'âpres discussions, on n'était pas toujours d'accord, et donc il y a vraiment eu un travail d'écriture collective. Il y en a d'autres qui ont été écrits, et c'est en particulier celui sur le comité, qui a été écrit encore plus collectivement, puisqu'on a envoyé un mail en demandant à chacun de dire ce qu'il avait envie de dire. Et donc tout le monde a écrit un petit morceau, et après on les a collés ensemble, on les a rediscutés encore des dizaines de fois, avant d'arriver à quelque chose qui nous convenait à tous et toutes. Alors Antoine Lilti, je me tourne vers vous, à la fois comme membre de ce comité, mais aussi comme spécialiste d'histoire culturelle, intellectuelle. L'objet revue, c'est un objet particulier, et ici, il y a la recherche d'une cohérence, à la fois d'une cohérence dans ce que vous avez fait depuis une quinzaine d'années, et puis aussi d'une cohérence d'un numéro, avec cette signature collective, avec cet effort réflexif. Cette cohérence, est-ce qu'elle n'est pas à la fois nécessaire, mais peut-être aussi compliquée à trouver à une époque où beaucoup de lecteurs de revues lisent à l'article, en téléchargeant, article par article, sur les portails, sur Cairn en particulier, vont aller chercher non pas le numéro lu de la couverture à la fin, mais finalement l'article éparpillé. Donc est-ce que cet enjeu de la cohérence, il est important pour vous? Oui, bien sûr, vous avez raison, il est tout à fait important. Au fond, le parti pris du numéro, c'est de mettre au cœur de ce qu'on appelle les annales, l'histoire des annales, la revue, plutôt que l'idée d'une cohérence historiographique ou épistémologique, ce qu'on a appelé parfois l'école des annales. Hein. Tout le monde le sait, dans les manuels d'historiographie, il y a toujours l'école des annales. Avec même ces 3 générations, voilà, c'est des schémas bien installés. Exactement. Donc on a voulu en fait prendre complètement la distance par rapport à ces schémas bien installés et dire les annales, c'est avant tout une revue. Et donc comment une revue se fabrique, qu'est-ce qu'elle fait? Et de ce point de vue-là, c'est sans doute à la fois une réaction par rapport à ce qui nous agace souvent, cette idée que de renvoyer toujours les annales à une école historiographique qui en général est associée à des positions qui sont maintenant du passé. Mais c'est sans doute lié aussi à la conjoncture depuis 15 ans de la transformation complète à laquelle vous faites référence, du travail des revues et surtout de leur diffusion, notamment la transformation liée aux usages numériques des revues. Et donc cette conjonction entre la volonté d'un rééquilibrage historiographique mettant le travail de revue au centre de ce collectif des annales et une réflexion sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui de faire une revue savante était très importante. Et Vincent disait à l'instant qu'on a voulu faire le point. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on a voulu faire le point pour nos lecteurs, c'est-à-dire donner à voir et à comprendre le travail qu'on fait, mais aussi le travail très matériel du comité, de la rédaction, mais aussi faire le point pour nous-mêmes. Et au départ, le désir de faire ce numéro, c'était justement de se mettre d'accord, et c'est-à-dire de faire ce travail que Camille vient de décrire, ce travail Le collectif, il existe déjà, c'est un collectif de travail
un collectif qui monte des dossiers, qui sélectionne des articles, mais faire le point collectivement sur, au fond, les choses sur lesquelles on est d'accord, les choses auxquelles on tient, les choses sur lesquelles on est moins d'accord, eh bien, ce travail-là, ça a été quelque chose, au fond, de très riche. Et alors, on espère qu'il en transparaît quelque chose dans le numéro, à la fois dans la cohérence et peut-être aussi, je pense que les lecteurs seront sensibles, je ne sais pas si vous l'avez été vous-même, au fait qu'entre les articles, il peut y avoir des petits décalages, des choses qui ne sont pas... Il n'y a pas volonté de créer un discours homogène, mais de créer un discours collectif, ce qui est un peu différent. Alors ça, c'est sensible, et c'est sensible aussi à travers la tonalité d'écriture. On en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. Le fait que, il faut le dire, c'est pas un numéro triomphaliste. Et le fait de ne pas faire un numéro programmatique, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette logique, de ne pas dire, voilà les annales, nous arrivons, voilà comment nous allons rénover l'historiographie, écoutez-nous et suivez-nous. Il y a quelque chose qui est plus inquiet dans l'écriture, y compris pour dire, voilà des choses qu'on n'a pas réussi à penser sur le moment, ou voilà des choses qui sont des défis intellectuels pour nous, qui ne sont pas complètement résolus. Vincent Azoulay, cette tonalité-là, est-ce que c'était celle de vos échanges au moment de faire ce numéro ? Oui, parce que c'est toujours compliqué de faire un autoportrait. On est toujours suspect, et parfois à raison, de narcissisme fut-il collectif. Donc, et en même temps, il ne s'agissait pas de battre notre coude, puis il s'agissait plutôt d'accueillir le fait que les numéros programmatiques des annales, comme par exemple celui du tournant critique, donc à la fin des années 80, si on le suit et qu'on regarde après la revue telle qu'elle a fonctionné durant les 20 ou 30 années qui ont suivi, eh bien, en réalité, quasiment rien n'en est issu. En tout cas, ce que la revue a publié n'a que guère à voir avec ce qui était énoncé dans le cadre de ce grand numéro programmatique. Alors, je pense qu'il a créé beaucoup d'autres choses, ce numéro sur le tournant critique, mais finalement, il s'est moins vu dans ce qu'ont publié dans les pages de la revue. Donc, effectivement, ce n'est pas une tonalité triomphale, ce n'est pas une tonalité défaitiste non plus, du moins, je ne crois pas, mais inquiète. Certainement, et certainement au vu de l'effondrement des abonnements, effectivement le démantèlement de l'objet revu sous le coup des moteurs de recherche et effectivement du piéçage des articles. Mais en même temps, on espère dans cette écriture collective le désir, à la fois effectivement, comme disait Antoine, pour nous-mêmes et aussi pour les lecteurs, d'essayer d'expliciter le plus clairement possible ce que nous cherchons à faire et comment nous sélectionnons les articles. C'est aussi une façon, c'est vraiment un guide à la fois pour nous-mêmes, aussi éventuellement d'ailleurs pour les auteurs qui nous adressent des articles qui parfois ont une vision extrêmement fantasmée de la revue. Donc on peut avoir des articles, par exemple, d'épistémologie, d'historiographie, sans aucun travail sur les sources, par exemple, alors ce qui est exactement l'inverse de ce que l'on souhaiterait, en tout cas, publier, mais qui sont liés à, notamment, ce dont on parlait, la disjonction entre l'objet revu, les annales, et l'école des annales, elle-même fantasmée dans l'historiographie contemporaine. Oui, cette école dont il faut dire qu'il y a un article très très intéressant qui rappelle que les fondateurs de ce qu'on a appelé l'école des annales luttaient contre le mot d'école, et Lucien Febvre a des mots très très durs, très intéressants à lire contre le mot d'école, même si les choses évidemment sont complexes dans la durée. C'est pas quelque chose en tout cas qui était de l'ordre de l'intention initiale. Camille Lefebvre, sur ce caractère à la fois de bilan, d'état des savoirs et puis la tonalité de ce numéro. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quelque chose qui porte plusieurs d'entre nous à l'intérieur du comité, ce questionnement par rapport à notre propre pratique et la question de la réflexivité. Et c'est vraiment quelque chose qui nous réunit. Et donc, je crois que c'est aussi ça qu'on voit dans le numéro, c'est qu'il reflète ces questionnements qu'on se pose régulièrement sur notre pratique, même sur notre manière de juger les articles, sur notre manière de penser la recherche. Et donc, voilà, ça rend compte de quelque chose de collectif aussi. Alors, ça rend compte aussi d'années de publication. On a dit vers 2000, 2005, 2008, dans ces années-là, commence à s'élaborer ou à se mettre en œuvre un projet intellectuel qui n'est pas forcément formulé comme tel et qui est au travail. Et du coup, là où le numéro est plus intéressant que s'il était seulement programmatique en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on va le faire, vous vous appuyez sur un certain nombre d'étapes, de jalons déjà publiés. Je pense à un dossier sur les archives, à un dossier sur la micro-histoire du global, sur les historiographies africaines. Il y a toute une série de dossiers comme ça qui sont convoqués dans les articles en disant voilà,
voilà, il y a matière à penser ces sujets. Et d'ailleurs, on a un matériau déjà publié qui nous permet de le penser. C'est comme ça aussi que vous avez travaillé en appui sur ce qui a été publié? Alors là, c'est clairement aussi quelque chose qui était porté par Étienne Hanheim, on peut le dire. Hein. L'idée que ce qu'on voulait montrer aussi, donc c'était que effectivement, ça n'était pas programmatique, mais que ce qu'on allait décrire, c'était des choses qu'on réalisait déjà dans la revue. Et là, Antoine en parlera certainement mieux que moi, mais voilà, quelque chose qui était déjà là depuis longtemps, avec des dossiers qui étaient déjà publiés, et des articles qui permettaient de voir comment on pouvait mettre en œuvre cette historiographie et cette épistémologie qu'on cherche à mettre. Oui, on pourrait presque dire que c'est du programmatique rétrospectif. C'est-à-dire qu'effectivement, et je pense que ça peut un peu se dire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a certains articles qui sont beaucoup adossés, par exemple dans les notes en bas de page, sur la mention d'articles ou de dossiers ou de numéros spéciaux qu'on a publiés ces 10, 15, 20 dernières années. Et donc, c'était vraiment l'idée, effectivement, plutôt que de faire un programme et d'annoncer des choses dont on ne sait pas si elles viendront au jour, de dire, mais finalement, depuis 10, 15 ans, il y a une série de choses qu'on a proposées qui dessinent quand même une certaine cohérence. Et c'est cette cohérence dont on va essayer de rendre compte. Voilà, c'était à peu près ça. Vincent Azoulay. Oui, et on l'a par ailleurs adossé à un programme quantitatif, qui nous a posé plein de problèmes, dans lequel ont été particulièrement investis Catherine Kikuchi, Anne Simonin, Nicolas Barrère, essayer de mesurer dans les 1100 articles publiés au cours des 30 dernières années, en gros depuis le courant critique, ce qu'effectivement on avait publié. Parce que bien entendu, une revue, c'est dépendant des volontés de son comité de rédaction, mais aussi du flux d'articles qu'il reçoit. Mais heureusement, pour l'instant, les annales reçoivent beaucoup d'articles et donc peuvent faire un choix éclairé parmi éclairé, le plus éclairé possible parmi ce que nous recevons. Et donc, voilà, essayer de défendre non pas une ligne, mais un style, comme on l'a parfois écrit. Et donc, on a essayé de faire une pesée quantitative de ce qui avait été effectivement publié. Donc, il y a à la fois une ligne de réflexivité intellectuelle, mais adossé malgré tout aussi à des résultats empiriques de cette pesée qui amène d'ailleurs un certain nombre de résultats qui, me semble-t-il, sont intéressants. Par exemple... Voire surprenants. Oui, voire surprenants. Peut-être que les auditeurs n'ont pas conscience qu'on publie encore, que la moitié de nos articles concernent l'histoire contemporaine. Alors c'est un autre rapport au présent, certainement, qui s'y joue. Il y a un article qui est consacré à cette question. Voilà, quel est le contemporain que les annales essayent de publier et éventuellement de penser. Mais il y a comme ça toute une série de constats et aussi d'évolutions qui apparaissent à travers cette saisie quantitative de la revue. Alors c'est un effort d'objectivation, il faut le dire, qui parcourt les pages, pas seulement du point de vue de ce qui est publié, mais aussi de qui publie, puisque vous y revenez à plusieurs reprises. Le comité de rédaction des annales n'est pas sociologiquement représentatif de la profession historienne. Il est très parisien, très diplômé, plus masculin que féminin. Et ça, ce sont des éléments... Entièrement blanc. Entièrement blanc, voilà. Donc c'est quelque chose sans doute qu'on n'aurait pas écrit ou pensé il y a 20 ans ou 30 ans dans un tel numéro. Cet effort de retour, y compris sur qui produit la revue, c'était important également pour vous d'essayer de le mener, même si c'est une position peut-être un peu inconfortable, d'essayer de le mener vous-même. Oui, pour plusieurs raisons. L'une qui est justement qui correspond à cette volonté, au fond, de faire véritablement un autoportrait de la revue, c'est-à-dire de donner, y compris de montrer les coulisses de la revue, son fonctionnement, donc qui écrit comment les articles sont sélectionnés, y compris comment les articles sont travaillés. Il y a un endroit où on montre comment les articles sont édités, élaborés. Et puis aussi parce que c'est en cohérence avec la position historiographique qu'on propose, qui est celle de la réflexivité. Donc, parce qu'on promeut une histoire qui est une histoire écrite au présent et extrêmement réflexive sur la position et la situation des historiennes et des historiens, de leurs concepts, de leur ancrage dans un présent, eh bien évidemment, on est obligé de faire la même chose avec la revue. La revue ne peut pas être une espèce de position de surplomb, de position de transparence. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a cohérence. C'est pour ça que tout à l'heure, vous disiez... un numéro, un tournant autocritique ou un numéro autocritique. En tout cas,
un numéro réflexif. Ça, je pense que c'est très clair. Alors, on a plusieurs fois mentionné en passant le tournant critique et parmi les gens qui nous écoutent, il y a un certain nombre de jeunes collègues ou de gens qui sont moins au courant d'évolution historiographique ou d'étudiants qui sont en train de les découvrir. Et du coup, c'est sans doute pas inutile de revenir sur quelque chose qui a été important et en même temps qui n'a pas peut-être donné tous ses fruits ou dont les conséquences ont été moindres que ce qu'on en avait pensé. C'est ce moment entre 1989 et 1994 où la revue va porter des propositions avec un éditorial Histoire et sciences sociales, tentons l'expérience, avec un numéro intitulé vers un tournant critique, avec un changement de sous-titre très important. On passe de Annales économie, société, civilisation à Annales histoire, sciences sociales en 1994, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que, Antoine Lilti, on peut revenir sur ce qu'a été ce moment intellectuel et peut-être avant de dire pourquoi aujourd'hui c'est peut-être plus tout à fait opérant ou tout à fait le cadre dans lequel vous vous posez? Bon, alors sans être trop long, effectivement, à partir de 1988, de période 88 à 94, la revue est confrontée, au fond, à une crise du paradigme historiographique qui fondait, disons, les annales, surtout des annales brodéliennes, puis encore du grand moment de l'anthropologie historique des années 70, et qui... pour aller vite, reposer sur la totalisation, un désir de totalisation, une conception ancrée articulée à l'histoire sociale, à la quantification, et justement une espèce d'optimisme très grand sur la capacité de l'histoire à saisir dans toutes ses dimensions le réel. Et elle est confrontée à cela comme... au fond, la plupart des sciences sociales de ce moment des années 80, alors il y a toute une série d'éléments bien connus que sont, par exemple, le tournant linguistique, la critique postmoderniste, et puis des transformations de l'environnement historiographique lui-même. Et donc, et à ce moment-là, il y a une réponse qui consiste à la fois à prendre acte de cette difficulté et à faire un certain nombre de propositions consistant au fond à refonder l'alliance entre l'histoire et les sciences sociales sur un certain nombre de positions, qui étaient notamment des positions d'alliance, par exemple, avec l'économie des conventions, avec la sociologie pragmatique, et aussi sans doute... C'est pour ça que c'est un numéro qui n'est pas très triomphaliste. Enfin, le tournant critique, au fond, c'est d'ailleurs un tournant critique qui, d'ailleurs, déjà à l'époque, aurait pu s'appeler le tournant autocritique. À mon avis, peut-être là où la postérité est la plus grande, c'est effectivement dans une manière de reconfigurer, de rethéoriser la place de l'histoire dans les sciences sociales. Dans le grand moment des annales, finalement depuis leur origine, mais encore plus fondamentalement au moment brodélien, il y a, au fond, il faut bien le dire, un désir de domination de l'histoire. Il y a l'idée que l'histoire va dominer les sciences sociales et que les sciences sociales françaises vont être construites autour de l'histoire. Dans le numéro, on l'a dit très rapidement tout à l'heure, on a réédité un certain nombre d'éditoriaux. Et si vous reprenez les éditoriaux de Brodel dans les années 50-60, vous serez frappé les lecteurs seront frappés par l'importance du vocabulaire militaire et presque impérial, je parle sous le contrôle de Camille ici. Il dit il y a des territoires occupés par l'histoire, etc. Ouais, c'est le grand moment où effectivement il y a une lutte presque sans merci avec le structuralisme et du coup la longue durée et d'une certaine manière la réponse brodélienne pour englober les structuralistes eux-mêmes dans au fond ce qui serait le territoire de l'historien. Exactement. Et évidemment c'est articulé à un projet institutionnel qui est l'école des hautes études en sciences sociales, issu donc dans un premier temps donc la 6e section de l'EPHE, je m'excuse de rentrer un peu dans ces détails, mais qui est créée au sortir de la guerre et qui va là aussi où il s'agit de créer une école de sciences sociales où l'histoire joue le rôle de discipline pivot, voire de discipline dominante, et certains diraient de discipline à vocation, ou en tout cas à tentation hégémonique. Et la redéfinition du sous-titre, histoire, virgule, sciences sociales au pluriel, à mon avis, acte le fait que l'histoire, dans son rapport avec le monde social, y compris avec les mondes sociaux du passé, est une des disciplines des sciences sociales et doit être en permanence en train de discuter, de débattre de ses liens avec les autres sciences sociales, ce qui implique aussi, par voie de conséquence, une pluralisation
méthodologique et épistémologique. Il n'y a plus une voie autour desquelles les sciences sociales vont s'organiser et qui serait un discours tenu par les historiens. Il y a une pluralité de réflexions. Il faut peut-être dire que ce moment du tournant critique, il est aussi porté par quelqu'un, alors pour le coup, qu'on devine beaucoup plus en filigrane parce qu'il ne fait pas d'éditoriaux triomphants, mais c'est Bernard Lepetit qui a été un acteur très important de ce moment, qui est mort de façon précoce, et du coup, c'est peut-être aussi une explication partielle du fait que cette démarche n'est pas totalement aboutie, ou en tout cas n'a pas déterminé totalement la suite de la revue. Vincent Azoulay, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est vrai que Bernard Lepetit a eu une fonction très très importante dans le tournant critique, et effectivement les éditoriaux étant non signés, voilà, on s'en rend peut-être pas suffisamment compte, même si la chose est tout de même assez bien connue. Et c'est vrai que certainement cela a eu un rôle dans, en tout cas à l'intérieur des pages de la revue, le fait que, en tout cas, certains aspects du programme n'aient pas été, en tout cas ne soient pas apparus de façon plus vivace. Mais c'est vrai aussi que parallèlement, et ça peut-être que Camille pourra en parler bien mieux que moi, c'est aussi la question des aires culturelles qui n'étaient pas véritablement prises en charge par le tournant critique, sinon de façon assez marginale, qui est venu sur le devant de la scène avec toute une série de numéros au cours des années 90, 2000, puis bien sûr plus récemment, qui mettent en avant donc bien d'autres aires que l'Europe, même si les annales continuent à publier majoritairement des articles sur la sphère européenne, quand même depuis très longtemps, elle n'a pas fait que cela, mais c'est vrai que les aires culturelles et l'épistémologie qui est liée à ce décentrement, c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé, mais dans la pratique par les annales, et qui a amené aussi un déplacement, je crois, important par rapport au geste qui avait été initié par Bernard Lepetit, donc spécialiste des villes européennes au départ. Alors Camille Lefebvre, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette idée que entrer aux annales, vous êtes arrivé plus tard que ce tournant critique, évidemment, entrer aux annales, ça signifie aussi pour vous porter cette démarche d'ouverture, de décloisonnement géographique, d'ouverture à des aires qui n'étaient pas effectivement les territoires classiques de la microstoria italienne, de l'historiographie quantitativiste française, etc. Alors donc, je suis rentrée aux Annales en 2015, mais au-delà de ma personne, dans l'article qui s'appelle Les échelles du monde, on a essayé de réfléchir collectivement à exactement ce que Vincent vient de décrire, c'est-à-dire cette articulation entre le tournant critique et les aires culturelles, c'est-à-dire comment une proposition épistémologique centrée effectivement sur l'Europe et même avec un centre de gravité très méditerranéen, donc un endroit avec énormément de documentation, et donc qui était aussi organisé par cette documentation et par cette richesse documentaire, avait pu côtoyer dans les pages de la revue en même temps une ouverture vers des espaces plus larges, mais qui pendant longtemps ne s'étaient pas rencontrés, c'est-à-dire les deux choses étaient côte à côte dans les numéros de la revue, avec l'idée, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'article, que au final, en réalité, ça a quand même travaillé les choses profondément. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire dans la revue aujourd'hui et ce qu'on défend comme position, c'est une histoire qui pense le monde, qui peut venir de n'importe où dans le monde, mais qui reste une histoire science sociale, c'est-à-dire une histoire critique, une histoire réflexive, mais qui part des documentations et des épistémologies et des langues du monde entier et qui ne se limite plus à l'Europe. Et ça... pour une part, on pense que ça s'est joué aussi dans cette rencontre et dans ce côtoiement dans les pages de la revue autour de ces deux courants. Antoine Lelty. Je veux bien rajouter juste un micro-point d'histoire, d'historiographie et de la revue, parce qu'on a évoqué là donc le tournant critique, et on a cité Bernard Lepetit. Il y a quelqu'un d'autre qui joue un rôle important à ce moment-là, qui est Jacques Revel. Alors, on a souvent dit que le tournant critique, c'était Jacques Revel et Bernard Lepetit. Et c'est important de le signaler parce que si l'apport de Bernard Lepetit a été très important du côté notamment du rapport avec les économistes, avec les sociologues, de la redéfinition de l'histoire sociale dans une
version, disons, plus pragmatique et plus attentive à la documentation. L'apport de Jacques Revel, bon, il était nombreux, mais notamment, il a été très important dans la réflexion justement sur les échelles. Alors, c'était plutôt du côté d'une histoire européenne, et notamment toute l'importation de la microstoria, mais ça a eu à terme, là aussi, des effets que Camille vient d'évoquer. Et il y a aussi une histoire longue dans la revue d'une ouverture vers le reste du monde, puisque on le rappelle à un moment dans le numéro, il y a une alternance quand même chez les directeurs, enfin qui s'appelaient pas directeurs à l'époque, entre des gens qui travaillaient sur autre chose que l'Europe et des gens qui travaillaient plutôt sur l'épistémologie ou l'histoire européenne. Donc on a toujours eu cette alternance et ce désir d'aller aussi vers le reste du monde. Alors on voit que c'est une histoire, une écriture qui se fait en tension finalement entre des questions qui se posent à différents moments, des types de documentation différents, des curiosités géographiques et des échelles de temporalité différentes. Ça aboutit à des tensions, y compris dans ce numéro. Moi j'étais frappé de lire dans l'éditorial qu'il ouvre un passage un peu contradictoire où d'un côté il est écrit que la revue se refuse à opérer des choix dans la production historiographique, et puis quelques lignes plus loin il est dit n'importe quel type d'histoire n'intéresse pas les annales. Alors est-ce que vous pouvez m'éclairer parce que ce passage m'a fait réfléchir. Non, mais, alors, effectivement, c'est effectivement un peu contradictoire et ça dit bien quelque chose de ce qu'est la position d'un comité de rédaction lorsqu'il doit juger des articles, et des articles qui sont parfois excellents et que pourtant on va choisir de ne pas publier. Donc c'est vrai que c'est cette tension-là peut-être que révèle ce passage, c'est-à-dire qu'effectivement on juge que tous les types d'histoires sont légitimes, qu'on n'a pas vocation à faire une sélection et un tri dans ce qui nous est donné à lire. Voilà, on est sorti des paradigmes qui excluraient d'autres approches. Tout à fait. En cela, voilà, mais ça fait bien longtemps, et effectivement, y compris depuis le tournant critique et même avant, il n'y a pas une ligne éditoriale. Mais en revanche, c'est vrai que il y a des choses qu'on peut juger extrêmement intéressantes, mais qu'on n'a pas envie de publier dans les pages de la revue, ce qui n'enlève rien à leur pertinence intrinsèque. Donc, et c'est vrai que il y a de multiples usages à ce volume, mais c'est aussi une façon d'expliciter pour nous-mêmes et éventuellement pour celles et ceux qui voudraient soumettre des articles à la revue, voilà, le type de travaux qui peuvent potentiellement nous intéresser, sachant qu'ils ne sont absolument pas normés, mais qu'il y a quelques éléments minimaux qui, malgré tout, les réunissent. Et effectivement, la réflexivité, un rapport de première main à la documentation, il y a comme ça des choses, mais qui sont malgré tout importantes à dire et qui, parfois, en réalité, ne sont pas si claires que cela aux yeux de ceux qui nous envoient parfois des articles extrêmement intéressants, mais qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons publier dans la revue. Et aussi, juste une chose, on reste une revue généraliste, donc il faut monter en généralité ou ne pas parler qu'à des spécialistes. C'est aussi le cœur de ce qu'on fait. On est tous spécialistes de quelque chose, mais il faut que ça parle au-delà des spécialités pour que ça puisse fonctionner. Est-ce qu'on peut, pour prolonger cette idée finalement de définir aussi, non pas une ligne, non pas un paradigme, mais finalement un type de démarche réflexive qui s'interroge sur sa documentation, sur l'historicité de la personne qui écrit le texte, et puis sur les échelles et la montée en généralité possible. Donc ça, ce serait un peu le portrait robot de quelque chose que pourraient publier les annales. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de faire le trajet type d'un texte à partir du moment où l'auteur clique sur « Envoyer », à quelle adresse d'ailleurs, ça doit être dit quelque part dans le numéro, il clique sur « Envoyer », où est-ce que ça arrive et que devient ce texte? Est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours type avec évidemment différentes issues possibles? Bien sûr, on peut pluraliser les voix, mais je peux commencer parce que de fait ça arrive sur une boîte partagée annales@ehess, donc qui comprend à la fois les éditrices. En ce moment c'est 2 éditrices et donc le directeur de la rédaction qui s'appelait auparavant secrétaire, et donc cet article il est l'objet d'un traitement qu'on essaye de faire le plus rapide possible, où on essaye justement de voir, là pour le coup très rapidement, et c'est toujours collectif, si l'article il correspond aux exigences minimales d'un article scientifique, ou est-ce qu'il rentre aussi dans le type d'histoire qu'on pourrait envisager de publier, c'est-à-dire c'est un article entièrement érudit et sans aucune montée en généralité, ou au contraire
un article d'épistémologie totalement décollé des sources, on sait que ça ne va pas être pour nous. Et après en avoir discuté avec un certain nombre par mail de membres de la revue, à ce moment-là, c'est moi, en tant que directeur de la revue, qui fait un circuit court avec une réponse que j'essaye d'être inférieure à 2 semaines, 3 semaines, pour dire, voilà, c'est un article très intéressant, mais il n'est pas pour nous. Ce qui ne dit rien, donc, sur la valeur de l'article en lui-même. Et si on pense que, en tout cas, ça mérite d'être discuté par le comité de rédaction, alors commence un long travail, puisque c'est jamais en dessous de 3-4 mois, qui consiste, alors, avec l'aide, bien sûr, des membres du comité, de pouvoir trouver des experts, puisque la revue s'adosse toujours sur 2-3 expertises anonymes par article. Voilà, pour clarifier, encore une fois, pour que tout le monde comprenne, par exemple, sauf erreur de ma part, il n'y a pas pour l'instant au comité de spécialistes du Japon de l'époque ancienne. Donc ça veut dire que si vous recevez un article, voilà, mais si vous recevez aujourd'hui un article sur ces questions, vous allez demander à des collègues de l'expertiser, de dire, voilà, est-ce que, vu l'état du champ, est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a dedans, de novateur, etc. Oui, l'article va être anonymisé. Bien sûr, le rapporteur ou l'experte sera elle-même anonyme aux yeux de l'auteur ou de l'autrice, mais en revanche, et ça c'est une spécificité des annales, c'est-à-dire qu'une fois que tout ce travail a été fait, tout cela va être discuté en comité de rédaction, et il y a quelque chose que souvent les auteurs ou les autrices n'ont pas en tête, c'est que en réalité, et c'est le contrat de départ quand on rentre au comité de rédaction, tout le monde lit tous les articles qui ont passé le premier filtre. Et qu'il peut y avoir très bien 2 ou 3 expertises enthousiastes et qu'à la fin, on ne publie pas le papier. Et inversement, on peut avoir des expertises mitigées et que finalement, on demande, alors en général, on n'accepte pas le papier, mais on demande une seconde version parce qu'on pense que le papier a un certain potentiel. Et effectivement, l'une des choses auxquelles vraiment on tient et où se définit quelque chose comme un style des annales, c'est cette discussion collective fondée sur la lecture commune des articles. Et à titre personnel, c'est ce qui fait, c'est le moment le plus à la fois joyeux parce qu'on rigole, mais intéressant de notre vie collective, parce que écouter des gens très variés parler d'un texte avec lequel on peut avoir des rapports de proximité plus ou moins grands, selon que c'est proche ou pas de ses spécialités. Donc c'est, pour moi, j'ai envie de dire, quitte à être un peu lyrique, une fête de l'esprit, parce qu'on vous explique pourquoi cet article, il a été, alors vous l'avez trouvé très bien, qu'en fait il est très ennuyeux ou qu'il déplace rien, etc., quand il y a quelqu'un qui est plus spécialiste du sujet que vous, ou inversement, pourquoi cet article que vous avez trouvé très ennuyeux, eh bien, en réalité, il déplace des choses très importantes qui méritent d'être retravaillées. Le circuit ne s'arrête pas là, puisqu'il y aura des étapes de correction, des étapes également de traduction. Peut-être qu'on ne peut pas les détailler entièrement, c'est vraiment très intéressant de le lire en détail dans la revue, mais il faut au moins en dire un mot, notamment de cette question de la traduction, parce que c'est évidemment jamais une simple opération technique, ce sont des déplacements intellectuels, conceptuels, avec des enjeux parfois très, très complexes. Antoine Hilty ? Oui, alors la question de la traduction, alors elle est ancienne dans la revue, puisqu'on a toujours une revue qui a toujours publié des articles écrits en langue étrangère et qui nous arrivaient et qu'on traduisait et qu'on publiait en français, ce qui pose de toute façon des problèmes évidemment linguistiques, théoriques, historiographiques. Tous les responsables de la revue se sont certaines fois se sont retrouvés aux prises avec des articles compliqués à traduire, etc. Mais évidemment, la question, elle a été renforcée, multipliée depuis l'existence donc d'une édition anglaise, puisque donc, je rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, la revue est entièrement traduite en anglais. Il y a une édition bilingue, donc il y a une édition anglaise sur le site de Cambridge University Press. Et donc, ça veut dire que tous les articles qu'on publie, une fois qu'ils ont été acceptés, et pendant que se fait le travail d'édition en français, se fait aussi un travail de traduction et d'édition en anglais. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est important parce que
ça implique toute une série de choix. Et donc, par exemple, il y a des articles qui sont, par exemple, très concrètement, on en parle dans le numéro, des fois, certains concepts, par exemple, concept de dispositif, par exemple, concept venu de la sociologie, de Foucault, etc. Il y a un article, comment on fait pour traduire alors, il y a des traductions, mais est-ce qu'en traduisant, on ne va pas, justement, perdre quelque chose? Et donc, comme tous les traducteurs de sciences humaines le savent, on est toujours partagé entre le fait de garder le concept de la langue d'origine, ce qui est évidemment une défaite, hein, pour les traducteurs ont horreur de ça en général, parce qu'évidemment, et en même temps, c'est parfois nécessaire, y compris pour que la circulation conceptuelle des sciences humaines et sociales se fasse dans tous les sens. Et peupler, par exemple, l'anglais comme langue internationale des sciences sociales de concepts. Alors nous, c'est notre travail venu du français, mais venu aussi d'autres langues et d'autres traditions historiographiques. C'est quelque chose d'important et qui, du coup, n'est pas, où la traduction en anglais n'est pas un appauvrissement, comme certains ont pu le croire, qui serait le fait que tout finirait en anglais, mais qui est aussi un enrichissement réciproque des différentes langues et traditions des sciences sociales. On peut préciser que cette version anglaise, elle est portée par 3 personnes. D'abord par Steven Sawyer et Nicolas Barrère qui la dirigent, et puis par Chloé Morgan qui fait un travail énorme pour uniformiser la traduction et pour qu'elle soit vraiment une édition en anglais et pas une simple traduction. Oui, c'est un immense enjeu. Et alors parmi les choses, enfin en tout cas moi dans les motivations qui me poussaient à continuer ce travail collectif pour aboutir à ce numéro spécial, c'était aussi de donner à voir aux lecteurs et aux lectrices ce qu'est le travail d'édition, autant de la version française que de la version anglaise, parce que effectivement, alors, du fait de la paupérisation générale de l'édition en sciences humaines, même les historiennes et les historiens de profession n'ont plus l'habitude d'être édités. C'est-à-dire, et quand je dis éditer, c'est-à-dire voir leurs textes travailler, toutes les notes, toutes les références vérifiées. Et ça, c'est le travail des éditrices. C'est un véritable métier et c'est un métier qui risque de disparaître au nom de l'open access parce qu'on juge que, en réalité, le chercheur, s'il pouvait mettre en auto-édition sur Internet, ce serait la même chose qu'un article publié dans une revue, passé par ces différents filtres. Hein. Je précise qu'en général, donc on refuse entre 85 et 90% des articles qui nous sont soumis, mais surtout que dans les 10 ou 15% de ceux qui sont finalement acceptés, on ne les accepte jamais tels quels, donc ils sont retravaillés, 2e, 3e version, puis après travaillés par les éditrices de façon extrêmement approfondie, bon, relus aussi par le directeur de la rédaction, mais ce qui amène une transformation totale de l'article de départ. Et ça, donc on a essayé de le donner à voir à travers quelques exemples, et notamment les articles du numéro spécial. Cet immense travail collectif qui fait d'ailleurs qu'on a voulu que les éditrices soient au même niveau hiérarchique dans les noms qui sont affichés sur la collective. Elles l'ont d'ailleurs écrit avec nous, hein. Enfin, il y a voilà. cet article. Non seulement on l'a voulu, mais donc notamment la partie matérielle de la revue a été coécrit avec les éditrices, donc Sophie Muraccioli, Clémence Perrand, Livia Foraison aussi, qui a été très importante dans l'élaboration de ce numéro. Antoine Lilti. Oui, je veux juste redire un mot, parce qu'il y a peut-être dans les gens qui nous écoutent, des gens qui ont déjà soumis des articles ou qui seraient intéressés de soumettre des articles à la revue, et ce qu'il faut bien voir, c'est que soumettre un article aux annales, mais d'ailleurs à d'autres revues, c'est pas juste engager dans un processus où on va avoir un oui ou un non. L'article est accepté, ou on est content, il est refusé, on est déçu, ou on est furieux, ils n'ont rien compris, etc. Non, c'est aussi, en fait, c'est s'engager dans un dialogue avec un collectif d'historiennes, d'historiens qui prennent très au sérieux, qui lisent, qui discutent, puis d'éditrices qui vont effectivement vérifier telle note, s'apercevoir que et on est d'ailleurs en tant qu'auteur, on va s'apercevoir que telle référence, en fait, elle n'était pas tout à fait correcte, et ça a l'air d'être des détails, mais ça l'est pas. Et parfois, et alors c'est la grande satisfaction du comité et puis du directeur de la revue, c'est quand un article qui est arrivé, qui était intéressant, mais qui n'était pas vraiment au point, après 1 ou 2 versions, parce qu'on l'a juste suggéré, mais parfois les articles passent 2 ou 3 fois devant le comité avant d'être acceptés. Donc des fois, le processus est très long, mais l'article, au final, est assez différent
Et alors, nous, on le pense meilleur, mais en tout cas assez différent de ce qu'il était dans sa première version. Et donc, ça peut être une expérience extrêmement enrichissante. Elle est enrichissante pour nous, parce que sinon, on ne consacrerait pas autant de temps à faire fonctionner la revue, mais je crois qu'elle est extrêmement stimulante et intéressante pour les auteurs. Et alors, quitte à être un peu grandiloquent, moi je dirais que c'est enrichissant pour le savoir scientifique lui-même, parce qu'on s'est rendu compte, notamment la pandémie a révélé à quel point certains mécanismes pensés comme rigoureux de peer reviewing, de revue par les pairs dans les sciences dites dures ou naturelles, en fait étaient très fragiles et reposaient sur des formes de lecture rapide ou de non-lecture ou de non-vérification des matériaux. Et on se rend compte en fait qu'un travail comme celui-là, c'est ce qui produit de la science, c'est-à-dire un savoir qui est co-construit par des gens qui sont à même de discuter les méthodes, de discuter des points. Donc je pense que c'est fondamental, parce que sans ce type d'évaluation, on peut aussi parler des comptes rendus, mais sans ce type d'évaluation et de retour sur les travaux, il n'y a pas de science possible en fait. Donc je pense que c'est très important de le souligner. Et j'ajouterais quelque chose, parce que voilà, on refuse, il se trouve, parce qu'on a pas mal de soumissions pour l'instant, on refuse plus de 80% des articles qui nous sont soumis. Mais je crois que, alors, il y a le circuit court, bon, ça c'est, là je fais une réponse type, mais c'est vrai qu'on essaye autant que faire se peut de faire des réponses longues, argumentées, nourries aussi par les expertises anonymes qui nous sont parvenues. Ça prend beaucoup de temps, mais l'idée, le pari en tout cas, c'est que c'est d'avoir pris l'auteur ou l'autrice au sérieux, qu'on ait ou non accepté le papier, avec l'idée que la personne, s'il juge les commentaires intéressants, peut s'en saisir pour le retravailler, le soumettre ailleurs éventuellement. Et donc, il y a l'idée que... parce que, en tout cas, moi, quand j'ai pris la direction de cette revue, je me disais, oui, il va falloir refuser beaucoup. C'est vrai que, en tout cas, à mes propres yeux, l'idée de pouvoir argumenter et éventuellement après poursuivre le dialogue avec un auteur, éventuellement une autrice qu'on a refusée, ça fait partie aussi du travail, et d'un travail qui me semble... Et on a été beaucoup, je pense, y compris dans le comité de rédaction, à avoir des articles refusés aux annales. Enfin, en tout cas, ça a été mon cas. Et donc je sais, c'est jamais agréable, mais en revanche, le pari, c'est que ça puisse être in fine productif. C'est pour ça qu'il est devenu directeur de la revue, c'est pour pouvoir accepter maintenant ces articles et que cette désillusion ne lui soit plus réservée. Tout s'explique enfin. Alors il y a évidemment beaucoup de choses dans le numéro. Non, il n'y a jamais aucune censure, on refuse rien ici. Il y a énormément de choses dans le numéro, sans doute on ne peut pas parler de tout. Il y a un point moi, qui m'a vraiment fait sursauter quand j'ai lu, et peut-être le seul point en tant que lecteur de désaccord, où là je me suis dit non, il y a quelque chose là où ça va loin. C'est dans l'article sur le récit, la fiction, le rapport à la fiction. Il est dit à un moment, les historiens n'ont pas à choisir entre la science et la littérature, qui sont après tout deux configurations historiques du rapport à la connaissance. Alors, moi, ayant choisi la science, personnellement, j'étais assez surpris, je dois dire, de lire ce passage. Est-ce qu'il a été discuté? Est-ce que tout le monde s'y reconnaît? Tout a été discuté. Tout a été discuté et tout le monde n'est pas d'accord avec certaines des choses qui sont dites dans le texte. Mais, enfin, pas celle-là en particulier, hein, je veux dire en général. Il y a eu des points de désaccord. Et en tout cas, je ne voudrais pas qu'à partir de cette citation, hein, avec une technique très masquée la plume, hein, André, c'est pas joli, il soit donné à croire que le texte autour de histoire, fiction, littérature soit relativiste. Hein, c'est absolument pas le cas. Mais je pense qu'Antoine, peut-être, peut reprendre la balle au bon. Oui, alors peut-être sur effectivement cette phrase, il ne faut pas qu'elle soit mal interprétée. Il s'agit bien n'a pas à choisir entre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas choisir, mais la science, que l'histoire n'est pas une science. Mais le fait de s'intéresser, ce qu'on veut dire exactement dans cette phrase, c'est que le fait de s'intéresser à la dimension littéraire, en tout cas à la dimension scripturaire de l'écriture historique, n'implique pas justement de renoncer à sa dimension scientifique. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, et inversement, le fait de choisir la science n'implique pas de se désintéresser du fait que l'historien écrit aussi des textes. Donc cette phrase, elle veut dire exactement ça. Elle veut dire qu'il n'y a pas d'alternative rigide entre soit vous êtes du côté de la science, soit vous êtes du côté de la littérature. Et au contraire, je dirais même au contraire, un des arguments de ce texte, que tout le monde peut discuter, c'est que on est d'autant plus scientifique qu'on est conscient et réflexif du fait que les historiens écrivent des textes et que cette dimension textuelle, par exemple, ils font des choix narratifs. Un historien, il fait des choix narratifs, il peut utiliser des métaphores, il va utiliser des formules de style. Même l'historien le plus positiviste, il utilise des formules de style.
et elles produisent quelque chose pour le lecteur. Et s'il n'en est pas conscient, parce qu'il croit qu'il est dans la science pure et que lui, il n'a rien à voir avec la littérature et l'écriture, et ben finalement, il va, à ses propres, à l'insu de son plein gré, comme on disait, finalement, trahir certaines de ses ambitions scientifiques. Donc en étant réflexif sur ses procédures d'écriture, il ne s'agit pas du tout, et d'ailleurs l'article auquel vous faites référence est assez critique avec certaines tentations littéraires contemporaine des historiens, mais en étant véritablement réflexif sur ses pratiques d'écriture, y compris sur son rapport avec une certaine fascination parfois pour la littérature, eh bien, il va renforcer en réalité la dimension scientifique, parce que choisir la science, ce n'est pas choisir un positivisme un peu désuet qui serait une croyance comme ça, de réduire l'histoire à une sorte d'exactitude factuelle. Hein. Lucien Febvre avait des formules sur les faits de l'historien qui, à mon avis, restent assez d'actualité. Et là où il peut y avoir débat sur ce type de questions, c'est là où on place le curseur. Mais évidemment, sur cette position-là, on est... Alors on voit qu'on retrouve la réflexivité qui vraiment imprègne la totalité du numéro. Cette réflexivité, elle implique aussi de se questionner sur son temps, sur son époque, sur sa situation, y compris politique. Quand on relit les éditoriaux, en particulier ceux de Lucien Febvre, notamment celui de 1946, on est frappé par l'engagement de plein pied avec les problèmes de son temps. L'éditorial qui s'appelle Face au vent, qui décrit les débuts de la décolonisation, est vraiment assez stupéfiant de ce point de vue. Vous dites à un moment dans le numéro que les annales aimeraient retrouver peut-être des aspérités un peu plus grandes, des formes, je ne sais pas si c'est le mot c'est insolence, mais en tout cas des formes parfois d'intervention ou quelque chose qui soit plus abrasif dans le rapport au contemporain, dans le rapport au politique. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette question qui engage aussi la réflexivité d'une autre manière? Oui, c'est quelque chose effectivement qui collectivement est l'objet de débats et de débats vifs. Parfois on s'engueule là-dessus, c'est-à-dire comment on prend à bras le corps l'actuel, le présent, et comment on lui réserve un traitement qui est propre aux annales, parce que on a parlé au moment de plusieurs moments de secousses politiques, que ce soit sur le plan de l'université, de la recherche, mais aussi le mouvement des Gilets jaunes, les différentes réformes ou contre-réformes des retraites. Tout ça a été l'objet de discussions, de savoir comment on se positionnait, sachant qu'il n'y a pas d'uniformité politique, et Dieu merci dans le comité. Mais c'est vrai que toujours s'est posé la question de comment opérer le décalage qui permet d'en faire un traitement qui ne soit pas celui qu'on trouve dans d'autres revues. Et donc, c'est vrai que ce réglage, on ne l'a pas toujours trouvé. On l'a trouvé parfois, avec plus ou moins de bonheur, mais on a traité Israël-Palestine, la crise des banlieues. Il y a des numéros qui ont cherché à opérer un décalage. On ne le trouve pas toujours nécessairement. Ce qui est sûr, c'est que ça nous anime. Et par exemple, on s'est joyeusement empoigné au moment de savoir si on devait suivre le mouvement lancé par les revues, l'écriture collective autour du nom Caminus, par exemple. Est-ce qu'on devait embrayer sur ce mouvement collectif des revues? Ça a été l'objet d'un débat interne très vif au sein de la rédaction. On a finalement décidé une solution à minima qui a laissé tout le monde insatisfait, mais aussi avec la volonté de préserver notre collectif de travail. Donc c'est à chaque fois des réglages compliqués. Et c'est vrai que ce qui n'est jamais réglé, en tout cas pour nous, c'est... en tout cas, pour nous, la vraie question pertinente, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, avec ce style auquel on tient, et ce rapport réflexif auquel on tient, ce qu'on peut apporter sur ces thèmes d'actualité. Au-delà, effectivement, des éditoriaux, alors qui, effectivement, sont beaucoup moins vifs, mais aussi on est dans une toute autre conjecture que celle de Febvre, et une position des annales qui n'a rien à voir, et notamment en termes de domination du champ intellectuel. Il y a un nombre d'autres revues, d'autres lieux d'expression qui font que c'est pas forcément dans la revue que ce type d'éditoriaux trouverait aujourd'hui à s'exprimer. Moi, alors juste peut-être un mot, c'est que je pense qu'aujourd'hui, défendre les conditions de production, d'édition, de diffusion d'un savoir autonome, c'est un geste politique. Voilà. Et tout à l'heure, vous faisiez allusion, André, au fait que
tout le système justement d'évaluation des articles, ça correspond à une production d'un savoir certifié par une communauté historienne. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Là, on est dans un contexte, tout le monde le sait bien, où circule, où les débats historiques dans l'espace public sont extrêmement pollués. Et alors évidemment, un numéro comme ça, éditorial, une revue savante, comme les Annales, lu essentiellement par la profession, à la fois, ça peut paraître très loin de ces débats-là, mais au fond, c'est absolument essentiel. Et c'est pour ça que c'est dommage que les revues scientifiques soient finalement très souvent les parents pauvres de la réflexion historiographique et même de la réflexion, je dirais, politique sur la place de l'histoire dans l'espace public. Parce que, évidemment, il y a des formes d'intervention dans l'espace public qui vont être beaucoup plus directes, efficaces, etc. Mais au fond, elles ne sont possibles que si elles sont adossées à un système de validation et de production du savoir. Donc, quand même, les revues scientifiques sont les garantes. Je pense que c'est une belle manière de conclure notre discussion, sauf que je vais laisser la parole à Camille qui voulait ajouter quelque chose. Je voulais faire un appel et dire qu'on souhaiterait que plus d'autrices nous soumettent des articles, des autrices aussi jeunes. N'hésitez pas, si vous venez de sortir de votre thèse, et on prend aussi des articles de jeunes chercheurs et surtout de jeunes chercheuses, donc surtout n'hésitez pas. Et autre chose que je voulais dire aussi qu'on n'est pas complètement satisfait sur la question de la composition du comité, le fait qu'on ne soit pas encore paritaire, le fait justement qu'on ne reflète pas la réalité de la société. C'est des questions qui nous travaillent et voilà, qu'on continue aussi de penser dans le futur. Alors, je vous remercie tous les trois. Habituellement, je demande aux invités des conseils de lecture pour prolonger. Là, je pense qu'on a déjà 400 belles pages dans lesquelles on peut se plonger, y compris sous forme électronique, même si le numéro est très beau sous sa forme physique. Ceux et celles qui nous écoutent peuvent aller sur Cairn avec une connexion et lire les articles. Je vais quand même vous demander sur quoi porte le prochain numéro, si il est déjà dans les tuyaux. Vincent Azoulay. Il y en a même toujours au moins 2 ou 3 sur le feu. Le numéro d'après est déjà paru, donc le premier numéro de l'année 2021. Et nous sommes en train de travailler sur le 3e numéro de l'année 2021 qui portera notamment sur les migrations. Avec un article d'histoire médiévale autour de la Hongrie et dans un jeu de passé-présent entre Orban et les nobles hongrois qui s'enorgueillissent de leur migration. Donc un article de médiéval, un article aussi sur la Rhénanie et la Pologne au 19e et au 20e siècle, une note critique autour de l'ouvrage de Camille Schmoll sur les damnés de la mer et donc les migrations en Méditerranée, notamment des femmes migrantes venues d'Afrique. Donc, toujours ce rapport extrêmement politique au présent que nous essayons de promouvoir aux Annales. Vous l'aurez compris, c'est un numéro qui fait énormément réfléchir et qu'il est très intéressant de parcourir, y compris pour se replonger dans ces matériaux d'archives quasiment que sont les anciens éditoriaux, et puis pour des réflexions au présent très très vives. Merci à tous les trois. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.